Mathis à Châteauroux, Hassan à Nogent-sur-Oise, Thomas à Crépol, Elias à Paris. Les histoires sont différentes mais ont un point commun. Les adolescents sont de plus en plus victimes d'agressions violentes à l'arme blanche commises par d'autres mineurs. Pour en parler ce soir, Maxime Clier-Usa, bonsoir, journaliste police-justice BFM TV. À vos côtés, Éric Delbecq, expert en sécurité intérieure, ancien directeur sûreté de Charlie Hebdo. Bonsoir. Face à vous, en tout cas sur la table, Florence Roise, bonsoir. Maître Roise, avocate pénaliste au barreau de Paris. À vos côtés, Gabriel Latanzio. Bonsoir. Bonsoir, professeur agrégé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien professeur en lycée et victime de menaces de mort et de violences. Je salue également à distance Nicolas Daragon, maire Les Républicains de Valence, ancien ministre délégué à la sécurité du quotidien. Demandé par François Bayrou après la mort de Lorraine, tuée de 57 coups de couteau dans son lycée de Nantes, la mission mineure arme blanche a donc rendu son rapport. Naïma Mouchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale, était ce matin sur BFM TV. Vous avez ce phénomène où des adolescents tuent ou blessent grièvement d'autres adolescents avec des armes blanches. Alors c'est parfois de pas de l'école, du collège, du lycée, parfois c'est dans l'établissement scolaire. Et les chiffres sont sans appel. Vous avez aujourd'hui plus de 6500 armes qui ont été saisies dans l'agglomération parisienne l'année dernière. C'est énorme. Voilà ce qui a été saisi en quelques mois par un chef d'établissement, par un principal de collège aujourd'hui, dans des couteaux de poche, un couteau de cuisine. N'importe quel territoire aujourd'hui est concerné. Il n'y a pas un niveau de classe, c'est pas uniquement l'agglomération parisienne. Partout. Partout aujourd'hui, c'est un phénomène, malheureusement. Voilà donc pour les différents aspects que nous allons aborder. Maxime, ce qui est frappant, ce sont les chiffres concernant les mineurs et leur rapport aux armes blanches. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Oui, bien sûr, les mineurs de 13 à 17 ans représentent 31% des auteurs présumés de vol avec armes. Une surreprésentation qui s'inscrit dans une tendance établie, nous dit ce rapport, depuis 2019. Entre 16 et 23% des mises en cause pour port d'armes sont mineurs, soit près de 3000 jeunes chaque année. Et donc ce rapport, pour lutter contre ce qu'ils appellent un fléau, a établi une liste de 53 propositions et qui visent notamment les mineurs dans un cadre scolaire et éducatif. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'ailleurs, avant d'en parler sur le fond, mais comme mesure, parce qu'il y a tout un arsenal très particulier. Vous voulez les 53 propositions? Pas les 53, nous n'aurons pas le temps, mais les principales qui vous paraissent les plus importantes. Dans les principales, on a bien sûr l'interdiction de vente des armes dites zombies. Vous savez, ces couteaux avec des lames très longues et très tranchantes qui veulent être interdits, comme c'est le cas au Royaume-Uni depuis 2016 déjà. L'inscription dans la loi du déploiement obligatoire de la vidéosurveillance dans les établissements scolaires. C'est beaucoup le cas en région parisienne, beaucoup moins pour le reste de la France. Rendre obligatoire la saisine du conseil de discipline lorsqu'un élève est en possession d'une arme, ou encore créer une circonstance aggravante au délit du port d'armes sans motif légitime aux abords des établissements scolaires. Éric Delbecq, on voyait ces images là, c'est ce qu'on appelle les armes zombies. Référence au film de zombies, au film d'horreur où pour tuer le zombie, il faut ce type d'arme. Ça circule beaucoup. Ça paraît quand même assez hallucinant qu'on puisse se procurer facilement cela, notamment quand on est mineur. Ça circule beaucoup, mais pas seulement dans les écoles. Ça circule beaucoup aujourd'hui dans la société. Et effectivement, ça peut circuler, y compris dans les collèges et lycées, avec d'autres types d'armes blanches, ou d'ailleurs d'armes par destination. Il faut rappeler quand même qu'on peut blesser, voire tuer, enfin même un adolescent peut en tuer un autre avec des armes par destination, ou même un tournevis. Enfin bon, il y a plein de possibilités, mais oui, bien évidemment, ça circule énormément. Nicolas Daragon, merci de nouveau d'être avec nous. Maire Les Républicains de Valence, ancien ministre délégué à la sécurité du quotidien. C'est un problème de société au sens large ou c'est un problème de mineurs? Est-ce que vous faites une distinction, parce qu'on a le sentiment d'une porosité entre les deux volets? Il y a tout à fait une porosité entre les deux volets. La délinquance des mineurs est un phénomène de société et la société est de plus en plus violente. Les mineurs n'y échappent pas et sans doute qu'ils sont issus d'une génération qui ne connaît qu'une société violente, puisqu'elle est devenue de plus en plus violente. Elle est exacerbée depuis un certain nombre d'années. Avec, je le dis aussi parce que je pense que dans les propositions qui sont formulées par le rapport, une forte responsabilité des parents. Je voudrais bien qu'on aborde ce sujet. C'est le sujet principal, essentiel et initial, si je peux dire les choses. Tout ça démarre à la maison. C'est-à-dire que quand un ministre, par exemple, parle d'autorité, l'autorité, ça doit débuter à la maison, c'est ce que vous dites? Bien sûr, l'autorité parentale est essentielle. Moi, en tant que maire, j'ai pris l'initiative de supprimer les aides facultatives de la ville
aux familles de mineurs délinquants parce que j'estime que le premier éducateur d'un enfant, c'est évidemment son père et sa mère. Enfin, ce sont ses parents, c'est à eux qu'incombent les responsabilités. Et puisqu'on parle de jeunes qui viennent à l'école ou au lycée ou au collège avec des armes, je pense que ceux qui les réveillent le matin pour leur rappeler qu'ils doivent se rendre à l'école pourraient de temps en temps jeter un œil dans leur sac. Il ne m'a pas échappé qu'on peut s'armer sur le trajet ou le dissimuler à l'extérieur, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à se tourner vers la responsabilité des parents, au même titre que cette ultra-violence, c'est l'exposition à un certain nombre de jeux vidéo, de films violents, mais aussi de la violence intrafamiliale, on le sait. Donc il y a une très lourde responsabilité du cercle familial, c'est pour moi le premier. Et puis le second, évidemment, il y a toutes celles et tous ceux qui interviennent dans l'accompagnement des plus jeunes. Évidemment qu'il faut équiper les lycées. Et, alors le reportage disait essentiellement en région parisienne. Je suis vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a proposé à toutes les communes qui le souhaitent de s'équiper en vidéoprotection aux abords des lycées, évidemment. Le département de la Drôme, dans lequel je suis, le fait aussi. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, dès 2016, avait proposé à tous les établissements, à tous les lycées, l'installation de portiques. À l'époque, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, nous avait brocardé sur le sujet. Je vois qu'aujourd'hui, cette proposition revient sur la table et heureusement, il faut des portiques qui détectent les métaux tout simplement à l'entrée des lycées. Je sais que c'est compliqué à accepter, mais si on veut que l'école reste un sanctuaire, il faut protéger les abords des écoles, il faut protéger l'entrée de l'école évidemment, et puis à l'intérieur de l'établissement, et bien que les chefs d'établissement puissent avoir des pouvoirs un peu élargis. Madame Borne avait parlé de la fouille des sacs, ça me paraît tout à fait adapté. Je reviens vers vous dans un instant, mais avant ça, je me tourne vers Gabriel Attanzion. Je suis professeur agrégé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez été professeur en lycée, victime de menaces de mort et de violence. Je vous voyais dubitatif sur la proposition des portiques, sur ces fouilles de sacs. Est-ce que ça veut dire que c'est insuffisant? Est-ce que c'est trop? Comment vous mettez ce qu'on pourrait considérer comme une ligne de crête? Pointer du doigt le contrôle de ce qui se passe dans les sacs et la responsabilité des parents, c'est un élément de la discussion. Mais alors, croyez-moi, c'est vraiment un petit élément, malheureusement. Ouais. Dans mon service au Lila, on a été bouleversé. Voilà, en 2018, 19, 2021, on a eu trois homicides. Voilà, et en fait, vous savez que ça ait lieu dans la cour de récréation ou que ça ait lieu à 50 mètres de l'établissement, fondamentalement, c'est un enfant qui est mort. Donc non, moi, ce que je questionne, c'est ce qui se passe dans la tête des jeunes. C'est surtout ça, fondamentalement. C'est évidemment ma mission en tant qu'enseignant-éducateur. Mais bon, vous le disiez tout à l'heure, monsieur, vous disiez, voilà, que ce soit une machette de 30 cm ou que ce soit un compas, de toute évidence, ce qui pose problème, c'est l'agressivité entre jeunes hommes. Ça va être et le fait volonté. Se promener avec un couteau, ou quelle que soit sa taille. Très évidemment. Et en tout cas, dans la liste macabre que vous nous communiquiez en début de sujet, c'est aussi des jeunes qui sont morts en dehors de l'école. La question qui se pose sur cette violence adolescente, un jeune sur trois, une personne sur trois serait un jeune dans les faits de violence les plus graves. C'est que, évidemment, moi j'alerte dessus sur cette chaîne depuis 6-7 ans aujourd'hui, même plus encore quand j'y pense. Vraiment, il y a absolument urgence. Il ne faut pas simplement poser la question de quels sont les moyens de contrôle de l'arme. Il faut surtout contrôler ce qui se passe chez les jeunes et comment est-ce qu'on les encadre avant que le drame ait lieu. Pensons à l'avant. Comment? Alors, on va penser à l'après, on va revenir à l'avant, parce que c'est intéressant, mais l'après, c'est la justice. On parle beaucoup d'une justice, alors laxiste, je sais que vous vous battez pour dire que la justice applique le droit. Pour la question des mineurs, et des mineurs qui sont ultra-violents, en disant il y a l'excuse de minorité. Comment on peut juger cela? Comment on peut mettre en place aussi des choses plus coercitives, installer des contrôles? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense qu'il faut conjuguer les deux. C'est-à-dire que finalement, je suis un peu d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire à la fois l'anticipation, et à la fois la répression. L'anticipation, c'est l'éducation. Et je crois qu'il y a une question qui n'est pas posée depuis ce débat qui est sur ces 53 propositions, c'est la question de l'école. Parce que c'est vrai que un certain nombre de familles sont défaillantes au niveau de l'éducation. Ça, c'est un postulat de base, il faut le savoir. Pour des raisons... Non, parce qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, parce que ces femmes, contrairement à ce que disait le maire, eh bien, souvent ce sont des femmes d'ailleurs qui sont en charge de ces enfants, sont complètement dépassées par les événements, et quand elles vont vouloir, le cas échéant, regarder le sac de leur enfant, pour peu qu'il soit lui-même usagé de stupéfiants, déjà un peu le pied dans la délinquance, autant vous dire qu'elle aura aucun pouvoir sur l'enfant pour pouvoir contrôler son sac. Déjà, c'est une première chose. Donc, c'est très bien toutes ces mesures, la surveillance aux abords des établissements scolaires, bref, tout ce qui est un peu a posteriori. Mais moi, je voudrais qu'on travaille sur l'a priori, et personne ne travaille sur l'a priori. L'a priori, c'est l'école. C'est l'école, c'est comme vous disiez, monsieur, qu'est-ce qu'on met dans la tête de ces enfants? L'école, aujourd'hui, elle est plus adaptée
tous les gens qui travaillent sur l'école, qui ont notamment été victimes de harcèlement moral et de harcèlement scolaire, le savent. L'école, elle est dysfonctionnelle parce qu'elle ne correspond plus à cette génération. On va pointer du doigt les réseaux sociaux, mais pardonnez-moi, mais c'est comme si on avait dit il y a 30 ans, quand nous-mêmes nous étions jeunes, enfin, il y a 30 ans, non, il y a 30 ans, arrêtons la télé, n'utilisons plus les magnétoscopes. Donc en fait, laissons de côté la modernité. Ce qui existe aujourd'hui, les réseaux sociaux existent. Les jeunes ont accès à ces armes, que ce soit en les achetant sur des plateformes, etc., etc. En revanche, ce qu'il faut, c'est traiter la raison pour laquelle il y a cette violence endémique, qui est une violence sociétale et qui est exacerbée chez les enfants. Et moi, je vais vous dire, je pense connaître une des raisons. Une des raisons, c'est que, alors on va me dire, c'est la culture de l'excuse. Et il n'y a aucune excuse à dire ça, parce que je pense qu'il y a des remèdes pour mettre un terme à tout cela. Il y a beaucoup de frustration chez ces jeunes qui est refoulée. Et qu'est-ce que c'est cette frustration? Elle se manifeste par la suite par de la violence. Et cette frustration, c'est parce qu'on n'accède pas à leurs désirs. Parce que quand ils vont à l'école, ils s'ennuient parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les entend pas, qu'on n'écoute pas ce dont ils ont besoin. Si on réforme l'école, on pourra arriver à quelque chose. Et par ailleurs, sur le plan de la sanction, puisque vous me posiez également la question tout à l'heure, il faut anticiper. S'il y a bien une chose à mettre en place, au-delà des centres éducatifs fermés, des cas échéants des détentions, etc., parce qu'on remet en cause les mesures éducatives, on dit que c'est trop mou, on vous parle des deux audiences, culpabilité et sanction, considérant que finalement ça fait tarder les choses. Il faut envoyer ces jeunes, dès qu'ils sont dangereux, dès qu'on détecte une dangerosité, dans des centres du type éducatif militaire. Je voudrais qu'on retrouve notre élu de terrain, Nicolas Daragon. Comment ça se passe chez vous à Valence? Comment ça se passe? Quelles sont les relations que vous avez avec les parents? Maître Roy parlait des familles monoparentales. Est-ce que vous parlez aux profs? Est-ce que vous parlez aux parents? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils se sentent débordés? Est-ce qu'ils se sentent abandonnés? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que moi, mon job, c'est en effet d'être sur le terrain. Ça veut dire de répondre à ce qui se passe ensuite. Et par ailleurs, je veux préciser que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les maires gèrent les bâtiments, les régions gèrent les bâtiments, et on ne gère pas les programmes éducatifs, comme vous le savez, à l'intérieur des établissements, et donc leur adaptation. Et je partage les constats qui sont faits. Mais mon sujet à moi, c'est de trouver une efficacité pour protéger ensuite mes concitoyens. J'ai augmenté les effectifs d'éducateurs de prévention dans ma ville, évidemment. Ça veut dire qu'on est passé de 8 à 12. On est une des villes en France où il y a le plus de centres socioculturels par habitant. Il y a un tissu associatif, un tissu culturel. Ça veut dire que l'ensemble du continuum éducatif, de prévention, d'accompagnement est présent. Nous sommes aux côtés des parents. Je corrobore tout à fait ce qui vient d'être dit. On a trois sortes de parents. On a les parents qui arrivent parfaitement à maîtriser leurs enfants et avec lesquels il n'y a pas de difficulté. Il y a des parents qui ne les maîtrisent absolument pas et auxquels on propose des dispositifs éducatifs et de les accompagner pour reprendre la main, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis il y a des parents qui sont lucides sur le fait que leurs enfants sont des délinquants et qui n'en ont rien à faire. Et moi, je m'adresse à cette troisième catégorie de personnes lorsque je dis il faut qu'on sanctionne les parents, il faut qu'on soit derrière eux et qu'on leur rappelle leurs responsabilités dès lors qu'ils seraient capables de prendre en main leurs enfants. Et là, c'est un débat évidemment politique. À la fin, on a une ville, beaucoup de villes en France qui interviennent de façon extrêmement importante en déployant des moyens extrêmement importants pour protéger, accompagner, éduquer la jeunesse. Et on a besoin évidemment des parents, de l'école, des centres sportifs, des centres culturels, de tous ceux qui doivent intervenir. Et puis, pour finir, si vous me permettez, il y a la nécessité de l'exemplarité de la sanction. Ouais, c'est important que la sanction intervienne. Merci beaucoup Nicolas Daragon. Je vous interromps parce que je voudrais juste faire un petit tour de plateau avant de terminer cette émission. Maxime, vous vouliez réagir à ce que disait Maître Roy? Oui, Maître Roy ne voulait pas pointer du doigt les réseaux sociaux. C'est ce que fait très justement d'ailleurs ce rapport. Parmi les 53 propositions, 2 d'entre elles visent ces réseaux sociaux. L'une pour traquer la vente de couteaux sur les réseaux sociaux, sur des plateformes type Snapchat, Telegram, où ce sont souvent des reventes illégales de couteaux qui s'effectuent à des mineurs qui n'ont normalement pas le droit de les acheter. L'autre volet, notamment réseaux sociaux, eh bien c'est cette pause numérique qui est suggérée, qui est préconisée pour interdire l'usage des téléphones portables dans les établissements scolaires, collèges ou lycées notamment, où c'est à cet âge-là que les jeunes ont leur premier téléphone. Éric Delbecq, j'ai regardé des chiffres au Royaume-Uni.
Augmentation des crimes au couteau de 80% depuis 2015. 50 000 attaques au couteau recensées en Angleterre. En 2023, ça fait 140 par jour. Est-ce que ça veut dire qu'ici, on est au début d'un phénomène qui visiblement nous dépasse ? Ah oui, et puis on n'est pas qu'au début, il était déjà très largement entamé. Mais moi, ce qui me frappe dans ce débat, si tant est que ce soit un débat, c'est le problème de méthode qu'il y a derrière. Je suis vraiment frappé qu'on confonde 3 sujets. Alors, ces sujets sont articulés, bien sûr, mais il y a quand même 3 sujets. Il y a un sujet, effectivement, qui est la violence dans la société. Effectivement, on vit dans des sociétés de plus en plus violentes. Il y a ce que les jeunes ont dans la tête, ces 2 sujets étant évidemment connectés. Et il y a la question de la bulle de sûreté qu'on veut mettre sur les établissements. Et de ce point de vue-là, on a comme ça des petits éléments qui sortent, sans savoir d'ailleurs si les uns et les autres, y compris dans cette mission, dans ce rapport, ont pensé l'intégralité du sujet. Mais vous pouvez mettre un portique, un tourniquet, des vidéos, enfin de la vidéosurveillance. Si déjà vous ne posez pas la question du rapport quantitativement humain, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des présences, est-ce qu'il va y avoir des professionnels de la sécurité, est-ce que les fouilles vont rester aléatoires ou pas, y compris quand vous avez un tourniquet. Est-ce que dans la périphérie du tourniquet, vous allez y voir un contrôle ? Bon, tout ce débat-là, il n'est pas adressé. Donc les mesures de sécurité, elles vont peut-être un peu freiner le phénomène, mais c'est pas ça qui va l'endiguer. Le ministère de l'Éducation nationale nous donnait des chiffres le mois dernier, au mois d'avril, concernant sur les contrôles d'établissements. 958 établissements avaient fait l'objet de fouilles de sacs inopinés. 94 armes blanches avaient été retrouvées. Oui, sauf que d'un point de vue de sécurité, ça s'appelle pas une politique. Non. C'est-à-dire que c'est des coups de sonde, on va de temps en temps faire une fouille aléatoire, mais ça constitue pas justement ce que moi j'appelle de mes voeux, c'est une vraie politique de sécurité intérieure, y compris sur ces phénomènes. On est très loin de l'école rêvée, j'imagine, ancien professeur. Non, c'est sûr et certain. Mais vous savez, sur la pause numérique, moi, que les adolescents se menacent à 14h ou à 23h, ça m'est égal. Enfin, au sens où ça me dégoûte de façon tout à fait similaire. Cette question, on pose enfin la question du numérique et de ce qui s'y passe. Alors moi, c'est ce que je dis depuis 7 ans à tous ceux qui veulent bien m'entendre. Fondamentalement, on a un problème, c'est que faire partie d'un établissement scolaire, c'est s'intégrer à une communauté où la moitié, si ce n'est plus, des interactions que l'on a avec les gens, c'est en ligne. Et c'est un espace où les gens ne sont pas spécialement contrôlés, il n'y a pas de regard adulte, etc., etc. Plein de suggestions dans ce rapport, il y en a une qui manque, très importante. En fait, on n'a pas d'interlocuteur à l'échelle d'un établissement où un jeune pourrait dire, voilà, sur Internet, j'ai été la cible d'eux, etc. Ou alors de façon diffuse, ça peut être à tel prof à qui on fait confiance, ou à tel assistant d'éducation, etc. Moi, je pense qu'on n'est pas au stade où il faut renforcer l'existant. On est au stade où ce qu'il faut faire, c'est repenser les missions. Et moi, je propose une mission, qu'il y ait un assistant d'éducation super, mieux payé, etc., dont la charge, c'est de dire, le climat scolaire, c'est de minuit à minuit. Moi, je suis à l'écoute de ceux qui sont victimes et il faut que sa porte soit ouverte tout le temps. Très important. Une solution proposée. Merci à tous les quatre d'avoir été sur le